D'accord. Voilà, nous sommes de retour sur Facebook. Tout à l'heure, on a eu un petit problème technique, d'accord? Excusez-nous par rapport à ça. Donc, je reviens avec ce thème sur Jumia pour ceux qui vont nous écouter en replay, pour ceux qui viennent de se connecter. Ce qui se passe, c'est que ce matin, les gens se sont réveillés avec cette nouvelle selon laquelle Jumia quitte le Cameroun, d'accord? Jumia est au Cameroun depuis près de 8 ans, à peu près, peut-être même plus de 8 ans. Ils sont arrivés, ils ont fait des quêtes au site de e-commerce qui se cherchaient un peu là. Et ils ont vraiment occupé les lieux, ils ont transformé l'univers e-commerce au Cameroun, en Afrique. Ils sont installés dans pas mal de pays africains aussi. Et il y a eu beaucoup de polémiques sur Jumia depuis un moment. Il faut déjà savoir qu'il y a 3 mois, un autre géant e-commerce en Afrique, Afrique Market, c'est Afrique Market, ils ont quitté, ils ont carrément tout abandonné, tout abandonné. Et là, avec Jumia qui ferme ses portes au Cameroun, on se pose certaines questions. On se demande, est-ce que le e-commerce marche réellement en Afrique? Est-ce que l'Afrique est effectivement prête pour le e-commerce? Ou alors, est-ce que c'est Jumia qui a adopté des stratégies qui n'étaient pas adaptées? Quelles sont les erreurs que Jumia a eu à commettre et que d'autres personnes qui veulent se lancer peut-être dans le e-commerce ne doivent pas commettre? Donc, il y a en fait toutes ces choses qu'il faut revenir. Il y en a qui pensent que le fait que Jumia passe, que ce soit une bonne nouvelle pour le Cameroun, que du coup, ça donne la possibilité aux locaux, à d'autres personnes de s'imposer sur la plateforme du e-commerce. En tout cas, c'est un débat. On va discuter, on va parler et on va tirer des solutions par rapport à tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc, je vais passer la parole à Maxime, qui est spécialiste e-commerce aussi et qui est au Cameroun. Il a eu également à travailler avec Jumia. Il connaît très bien les systèmes e-commerce en Afrique. Il connaît très bien le fonctionnement de Jumia, Afrique Market et d'autres plateformes e-commerce qui ont existé aussi. Donc, il va prendre la parole et nous expliquer un peu pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça. Donc, Maxime, vas-y. Merci à Marthe, Karine, de me permettre une fois de plus de m'exprimer ce soir sur ce sujet extrêmement sensible qui concerne le e-commerce et qui nous concerne tous parce qu'en réalité, le e-commerce est un style de vie, c'est un mode de vie. Alors, il va sans dire que les entreprises de e-commerce ces derniers temps commencent à quitter la scène sur le plan, j'ai envie de dire, national, notamment à notre niveau au Cameroun. On a aussi vu en Côte d'Ivoire, on a assisté récemment en Côte d'Ivoire avec d'autres firmes. Mais il faut dire que le contexte du e-commerce en Afrique n'est nullement comparable à celui de l'Europe, de l'Occident en général, et peut-être même de l'Asie. Parce qu'en Afrique, généralement, l'Afrique a sa particularité. Chaque activité qui rentre en Afrique doit être tropicalisée. L'Afrique a véritablement cette particularité qui est, j'ai envie de dire, influencée par le contexte ou alors les paramètres socio-économiques, les paramètres culturels. On parle ici de mentalité, on parle également d'us et coutumes et tout naturellement l'aspect développement ou sous-développement. Donc, l'Afrique n'a pas encore justement atteint une certaine maturité. Le marché africain n'est pas encore mature. Donc, recevoir certains produits sous sa forme emballée, telle que proposée en Occident, n'est certainement pas une bien meilleure option. Mais il faut dire également que les autres, les géants qui viennent de quitter la scène, notamment Afrimarket et Jumia, leur échec ne peut pas juste s'expliquer par le contexte. Certes, le contexte a une très grande part de responsabilité
là-dedans, mais il y a également d'autres enjeux, les enjeux géostratégiques. On assiste aujourd'hui à une certaine généralisation de l'instabilité dans les différentes sous-régions, notamment en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest. Et vous savez que les investisseurs également sont très regardants sur ces aspects-là. Le climat politique, donc tout à l'heure on parlait des gouvernants et du système de gouvernance qui est appliqué dans les différents pays. Il y a également l'aspect, je disais tout à l'heure, économique. Est-ce que le pouvoir d'achat aujourd'hui permet à un groupe comme Jumia qui investit beaucoup d'argent de rentrer dans ses frais au bout d'une certaine période, parce que n'oublions pas que toute entreprise a aussi un exercice budgétaire annuel. Donc, une année budgétaire bouclée, j'ai envie de dire, dans les pertes, qui se répète encore une année plus tard, même si l'entreprise réalise de gros chiffres, n'atteint quand même pas le quota demandé. Il faut dire que on met tout de suite sur la clé sur le paillasson. Ce n'est pas quelque chose qui doit s'expliquer seulement quand on a eu un bac en économie. Donc, c'est déjà là la racine en fait du problème. Certes, le contexte, mais également tous ces autres paramètres qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, interviennent quand on parle de business, quand on parle de commerce. Voilà. Mais Romy, tu sais, excuse-moi, Maxime, tu sais, il y a plusieurs personnes qui ont accusé les stratégies de Jumia parce que ils se sont demandé, mais pourquoi est-ce que Jumia arrive dans un environnement où tout est à refaire et ils ont la prétention d'appliquer les stratégies qu'on utilise en Europe. L'Europe qui a peut-être 10 années d'avance sur l'Afrique. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils ont un peu péché sur les stratégies? Bon, je crois que si j'étais aussi meilleur que le stratège de Jumia, je serais certainement à sa place. Seulement, je crois aussi que j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'un terme de tropicalisation de l'offre. Dans mon allocution, tropicalisation de l'offre, j'ai envie de dire que la stratégie marketing qu'on applique en Europe ne peut pas marcher en Afrique. Ça, c'est sûr. Nous avons souvent assisté dans nos télés, dans nos chaînes de télévision ou dans nos radios locales à des publicités d'un autre style, d'un autre genre. On a souvent assisté à des publicités, j'ai envie de dire, invraisemblablement surréalistes, j'ai envie de dire. On prend généralement des personnes qui ne sont pas forcément des mercatistes, des marketistes ou peut-être des personnes, des professionnels de la communication qui vont quand même faire des publicités. Donc, on utilise des mascottes, des personnes qui sont peut-être des icônes de l'humour ou des musiciens et que sais-je encore. On utilise également un contexte publicitaire typiquement voilà, contextuel. Dans le cas du Cameroun, par exemple, on camerounise carrément la publicité au Cameroun. Mais il faut dire que les stratégies de Jumia, pour avoir longtemps observé Jumia, oui, ils ont péché. Ils ont péché quelque part. Ils ont forcément péché parce qu'ils sont en train de fermer aujourd'hui. J'aimerais vraiment être sûr de ce que je vais dire, mais soyons quand même reconnaissants qu'ils ont fait un travail de fond qui a été d'inculquer la culture du e-commerce au Camerounais. Donc, il y a eu ce gros travail qui a été fait et qui devait d'abord être fait. Et je pense que leur stratégie répondait un peu à cette demande-là, éduquer la cible, parce que Jumia, jusqu'au dernier jour, pratiquait le paiement à la livraison. Jumia, jusqu'au dernier jour, pratiquait j'ai envie de dire, les retours de produits, mais il y a la qualité du service un peu trop occidentalisée. L'Afrique, je le dis et je l'aurais dit, on ne va pas faire un business en Europe et revenir en Afrique calquer le même business. Et c'est là où beaucoup de gens pêchent. Il n'y a pas que Jumia qui le fait. Bon nombre de nos concitoyens aujourd'hui, lorsqu'ils rentrent avec un projet, tel qu'ils ont vu, ils ont très envie de projet tel qu'ils ont vu, dans sa forme et dans son fond, et très souvent l'exporter vers l'Afrique.
Et généralement, le problème est le suivant. Le contexte social, le contexte économique, le contexte, j'ai envie de dire, géographique même, n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'adresse. On ne peut pas parler de livraison quand on a encore des problèmes d'adresse, en fait. C'est d'un. De deux, on a les problèmes de paiement. On a un taux de bancarisation relativement système de paiement. En plus de cela, quand même, toutes ces conditions sont réunies, il y a la qualité des produits qu'on propose. Je peux le dire sans gêne. Jumia s'est spécialisé ou alors Jumia a laissé prospérer sur sa plateforme ou proliférer sur sa plateforme une contrefait, des produits de très mauvaise qualité, de très Justement, mauvaise qualité. je voulais vraiment qu'on touche ce volet parce que lorsque j'ai essayé de faire mes petites recherches à partir du moment où j'ai appris que Jumia quitte le Cameroun, l'une des choses qui revenait dans les critiques, c'est que c'est la qualité des produits. Il y a des gens qui disaient qu'ils ont acheté des produits sur Jumia et lorsqu'ils ont reçu le produit, ça n'avait rien à voir avec la photo qu'ils avaient mis. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelle était même déjà la stratégie de Jumia pour vendre les produits? Parce qu'il y en a peut-être qui suivent ce live qui n'ont jamais fait des achats sur Jumia, qui ne savaient pas comment ça se passe. Est-ce que c'était vraiment une plateforme de marketplace B2C, genre business to customer de entreprise à consommateur, et ils ne vérifiaient pas les produits de ces entreprises. En fait, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de mauvais retours sur la qualité de leurs produits? Alors, il faut le dire, la plateforme Jumia s'est très vite développée. Elle est passée de Jumia à Jumia Deal, Jumia Car et Jumia Immobilier et tout ce qui va avec. Jumia a diversifié ses activités, mais Jumia a oublié de surveiller. Alors, Jumia fonctionne généralement justement dans le modèle B2C. B2C, donc, c'était des personnes, c'était des commerçants qui ont déjà des boutiques physiques ou tout simplement des exportateurs qui peuvent venir vendre sur la plateforme Jumia. Et généralement, je ne sais pas quels étaient les procédés que Jumia utilisait dans les dernières minutes là, mais je sais que Jumia avait du mal à contrôler la qualité des produits qui étaient vendus sur leur plateforme. Résultat, il y avait peut-être la fiabilité en termes de paiement et de réception des colis tel que souhaité. Il y avait certainement une rapidité de livraison euh, tant que souhaité, parce que si on acceptait de payer quelque chose en plus, on était livré dans les heures et les minutes qui suivaient, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y avait un suivi au niveau de la qualité des produits qui étaient vendus? J'ai envie de dire tout de suite non. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on est prestataire, lorsqu'on se propose de jouer, j'ai envie de dire, à l'intermédiaire entre un commerçant et un acheteur, un client, il est très important de mettre un accent, de souligner en fait l'aspect qualité. Parce que c'est là la sécurité. L'acheteur vient sur Jumia acheter un produit à un commerçant X qui se trouve à l'autre côté de la République, mais il n'a aucune garantie que la qualité des produits, de la qualité des produits, ce qui est déjà un très gros problème. Et je peux vous le dire, et je l'ai dit, Jumia a laissé, peut-être à tort ou à raison, prospérer ou proliférer sur sa plateforme un certain trafic des produits de très mauvaise qualité, ça il faut le dire. Alors aujourd'hui, comment est-ce que Jumia s'est retrouvé, je dis, c'est l'une des raisons qui aurait certainement conduit à la baisse des recettes de Jumia, la baisse des recettes qui naturellement va impacter sur le chiffre d'affaires annuel, et le chiffre d'affaires annuel, le quota n'étant pas atteint, une année, une deuxième année, une troisième année, on dit non, on ne va pas continuer, on va fermer. Donc c'est aussi également, j'ai envie de dire, c'est une raison qui aurait, n'est-ce pas, conduit à la fermeture. Encore faudrait-il que Jumia puisse communiquer pour peut-être nous dire également les réelles raisons, les réelles motivations de, bon, et puis on ne quitte pas pour rien de toutes les façons. Mais aussi, Il n'y a pas de voilà. et aussi, j'ai eu des rapports qui disaient que Jumia ne faisait presque pas de profit sur les transactions. Presque pas de profit sur les transactions qui étaient opérées sur son site. Je prends un exemple.
Si une personne vient mettre un produit qui coûte 6 000 francs sur son site, Jumia a juste 5% à prélever sur ce montant-là. Et à côté de ça, Jumia doit encore payer pour la livraison. Le client doit payer pour la livraison. Et en fait, il y avait tellement de charges secondaires qui lui étaient incubées, qui faisaient en sorte qu'en fin de compte, il tournait à perte. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que tu as aussi eu vent de cette information-là? Bon, je parlais tout à l'heure de la tropicalisation de l'offre. Je reviens encore sur le thème tropicalisation de l'offre. De quoi s'agit-il? Permettez-moi de vous dire qu'en Europe, en Occident, je pense aux États-Unis, je pense à l'Asie, je pense à l'Europe, on parle généralement de livraison instantanée. Jumia a péché dès le moment où ils ont pensé que, en essayant de vendre un produit qui coûte peut-être 5 000 francs à un client à l'autre coin et à permettre à ce client de pouvoir payer peut-être à partir de 2 000 francs ou de 3 000 francs d'achat, alors Jumia réaliserait des profits. Je ne sais pas si Jumia réalisait réellement des profits parce que même si Jumia prélevait 2%, si on reste sur un calcul strictement arithmétique, même si Jumia réalisait un profit de 2% par produit, vous savez la quantité des produits et la qualité, donc le standard, j'ai envie de dire les prix pratiqués pouvaient permettre à Jumia de réaliser un chiffre d'affaires quasi intéressant. Tout a été, je pense, préalablement pensé, mais ça a été pensé à tort. Il a été pensé à tort de croire qu'un produit acheté aujourd'hui serait livré aujourd'hui. Cela impliquait beaucoup de charges en termes de coûts de transport. Alors, si Jumia avait pratiqué ce qu'on appelle le groupage, les livraisons 2 fois par semaine, par exemple, c'est-à-dire que tout le monde, tout le Cameroun savait que Jumia livre le mercredi et peut-être le samedi ou le dimanche, alors je pense que Jumia serait encore certainement assis ici en train d'essayer de faire beaucoup de profit parce que en faisant un groupage généralement, les coûts de transport reviennent relativement moins chers et les clients sont satisfaits dans la mesure où ils savent qu'ils attendent un produit au bout de 2 ou de 3 jours. Exact. Il faut dire également que euh, en ce qui concerne les bénéfices que Jumia réalisait sur les produits, oui, c'était pas aussi intéressant que ça parce que comme je le disais, les Petit problème de connexion, ça va revenir. D'accord. Donc, la problématique sur Jumia, c'est vraiment une problématique sur laquelle chacun d'entre nous doit tirer des leçons. Par exemple, là, Maxime parle du groupage. Alors, si vous êtes e-commerçant, c'est une notion que vous devez connaître, vous devez savoir comment ça se passe, vous devez savoir utiliser cette notion-là. Vous devez vraiment vous en servir pour ne pas tomber dans certains problèmes, quoi. Donc, là, par exemple, Jumia voulait vraiment livrer ses clients en temps et en heure. Pourtant, les conditions n'étaient pas réunies pour le faire. Il y en a, par exemple, dans les commentaires qui parlent du problème d'adresse. Il fallait un bon système d'adresse qu'il n'y a pas, qui est quasiment inexistant en Afrique. C'est un problème. On fait face à ça chaque jour lorsqu'on est confronté au e-commerce en Afrique. Il y avait aussi, quand je lis les commentaires, plusieurs personnes crient la mauvaise qualité des produits qui étaient vendus sur Jumia. Cela veut dire qu'ils n'avaient fait aucun contrôle, par exemple, sur la qualité des produits qui étaient vendus. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des mauvais retours. Très mauvaise connexion à Kinshasa. Oui, le live restera. Donc, pour toutes les personnes qui veulent, par exemple, contribuer à ce débat, vous pouvez tout simplement rejoindre le Zoom avec le lien que je vais vous mettre ici dans le commentaire de la vidéo. Si vous avez vraiment un avis important à donner qui va nous aider à propulser cette discussion, à amener les gens à bien comprendre de quoi est-ce qu'on parle ici, vous pouvez tout simplement rentrer dans ce Zoom avec le lien que j'ai mis et puis ça va nous aider. Alors, un autre problème qui a été décrié par rapport à Jumia, c'était l'aspect social, la capacité d'être proche du client.
Et moi-même, lorsque j'ai suivi que Jumia avait fermé, directement, c'est ce que j'ai dit, quoi. J'ai dit, il n'était pas assez proche du consommateur, il n'était pas assez proche du client final. Il faut savoir qu'en Afrique, on a encore ce problème de confiance. C'est vrai, les gens achètent en ligne, c'est vrai, les gens font les activités en ligne, mais il y a encore une grosse partie de la population qui n'a pas encore confiance des activités en ligne. Et cette grosse partie de la population représente un manque à gagner lorsqu'on ne fait pas affaire avec elle. Donc, une personne qui se lance dans les affaires, dans le e-commerce en Afrique, doit tenir compte de cet aspect confiance, du capital confiance à bâtir auprès du client. Et à mon avis, en tant qu'aussi e-commerçante, je me dis que Jumia avait un peu péché à ce niveau. En Afrique, les gens veulent parler avec le vendeur. Les gens veulent connaître avec qui est-ce qu'ils font affaire. Les gens veulent qu'on leur explique, par exemple, c'est quoi, ça va faire, ça va se passer comment, c'est quoi la description et tout. Et j'en veux pour preuve, par exemple, tous les petits commerçants que vous voyez, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, WhatsApp, tous ces petits commerçants, ils sont proches de leur clientèle, ils sont proches de leurs clients. Et c'est la raison pour laquelle ils font du chiffre, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas encore fermé jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle leur business ne fait que évoluer. Tous ces clients, ils ont des groupes WhatsApp, par exemple, des groupes Facebook où ils font du suivi, ils causent facilement avec leurs clients. J'ai des gens, par exemple, qui m'ont rapporté que lorsqu'ils arrivaient, à chaque fois qu'ils faisaient une visite dans les locaux de Jumia, il y avait toujours un long rang de clients insatisfaits qui n'étaient même pas écoutés par le service à la clientèle. Vous comprenez? Donc, imaginez un peu quelqu'un qui a fait les achats sur un site. Lorsqu'il est insatisfait, il les contacte sur Facebook, personne ne répond. Il envoie le mail, personne ne répond. Il est obligé d'aller au siège social. Lorsqu'il arrive au siège social, personne n'a aussi le temps pour le répondre. Vous voyez un peu que, du coup, ça laisse un arrière-goût pas très satisfaisant là. Ça fait vraiment que les choses sont un peu difficiles, d'accord? Donc, avec ça, comment est-ce que Jumia pouvait vraiment évoluer? Donc, ça mène vraiment à se poser des questions et ça nous fait comprendre que si aujourd'hui, vous voulez aller dans le monde du e-commerce en Afrique, vous devez absolument tenir compte de cet aspect social. Je vais regarder un peu les questions qui sont posées ici pour voir. Je pense qu'un système de points de retrait aurait réglé le problème, mis à part le groupage. Oui, oui, oui. Un système de points de retrait aurait pu régler le problème. Il y a Manuela qui nous a rejoint. Manuela, bonjour. Ensuite, d'autres... mais il y a les quartiers au Cameroun où les numéros de téléphone, moi, j'achète en ligne et à Sassaye Bis, il y a des points relais pour récupérer dans plusieurs quartiers. Effectivement, la stratégie des points relais, ça aurait pu aider aussi, ça c'est sûr. Et Afrique Market, alors, qui s'est passé en liquidation? Oui, Afrique Market, j'ai bien peur que les échecs de Jumia et Afrique Market vont servir de levier aux géants Amazon et Alibaba qui vont pas tarder à s'imposer en Afrique. Effectivement, effectivement, dernièrement, l'Afrique a eu la visite de Jack Ma. Je me dis qu'il n'est pas venu en Afrique juste pour se balader. Il est venu pour voir les opportunités qui existent et comment c'est implanté. Et dernièrement, je suivais un article sur Amazon qui, Amazon déjà a mis sur pied la stratégie de payer à des points précis. Ça veut dire quoi? Amazon vous donne la possibilité de payer à des guichets Western Union, MoneyGram, par exemple, avec lesquels ils ont des partenariats. Alors, ça donne la possibilité à ceux-là qui ne sont pas bancarisés à acheter directement sur Amazon en passant par les paiements locaux. Vous voyez un peu. Donc, ils ont appliqué ça en Asie et dans certains pays africains. Je crois que bientôt, ils vont arriver dans les pays de l'Afrique centrale. Donc, effectivement, c'est un levier pour eux, mais c'est aussi un levier pour les Africains eux-mêmes. Et c'est pour cela que j'ai mis dans le titre du live, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? C'est à vous de voir. Ça peut être une bonne nouvelle aussi pour ceux-là qui ont déjà un projet, qui ont déjà cette vision de se lancer dans le e-commerce en Afrique, d'étudier effectivement les failles de Jumia
et de rebondir sur ces failles-là pour proposer un service de qualité. Avec Maxime, par exemple, nous sommes revenus sur les failles de Jumia, les choses qu'il fallait arranger, les opportunités à mettre sur pied. Vous pouvez effectivement vous positionner en tenant compte de toutes ces failles-là pour rebondir et offrir quelque chose de bien, en fait. Mais le maître mot, c'est quoi? C'est de tenir compte des réalités africaines, de tenir compte des réalités du terrain, de tenir compte du climat socio-économique du Cameroun, par exemple, de savoir que les Camerounais, voilà, ils ont leur mentalité, ils réfléchissent d'une certaine façon, ils sont prêts à faire ceci, ils sont prêts à faire cela. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de voir. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport au e-commerce en Afrique. Il y a beaucoup de chantiers sur lesquels chacun d'entre nous peut nous engager. On parle par exemple de la problématique des adresses. Vous qui écoutez cette vidéo aujourd'hui, vous pouvez vous positionner par rapport à ça. J'écoutais comme ça dernièrement un entrepreneur américain qui disait qu'avec le e-commerce, il y a beaucoup de petits métiers ou alors beaucoup de métiers secondaires qui vont se créer. Le cas de la problématique des adresses, ça veut tout simplement dire que quelqu'un peut décider d'utiliser sa maison comme dépôt et recevoir les colis qui seront récupérés par les clients à ce niveau. D'accord? Il y a Kéline qui dit c'est une bonne nouvelle pour revoir les failles et travailler de mieux en mieux par rapport à notre continent, effectivement. Tout à fait, il faut évaluer les réalités du terrain. Coucou Sabrina. Je pense que c'est une opportunité puisque nous allons apprendre des erreurs de Jumia. Effectivement, on apprend des erreurs des autres. Oui, 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 nous allons apprendre des erreurs de Jumia, mais surtout, nous devons agir. D'accord? Surtout, nous devons agir. Dernièrement, c'est Afrimarket qui est parti de la Côte d'Ivoire. Mais 3 mois après, qui s'est vraiment levé? Quelle est l'entreprise e-commerce qui s'est vraiment levée en dehors de Marthe Karim MC Wholesale, d'accord? Il faut savoir que nous aussi, on est en train de bousculer sur le terrain, on est en train de vraiment s'implanter. On est déjà au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, et on fait notre bout de chemin. On a les réalités, on a des solutions et les choses sont en train d'aller. Et pour l'instant, même, on n'a même pas encore eu recours aux investisseurs, on n'a pas encore eu recours au financement des banques, mais on a quand même des résultats. Cela veut dire que c'est possible. D'accord? Cela veut dire que c'est possible si on comprend l'environnement socio-économique. Et vous aussi, vous devez pouvoir comprendre cet environnement socio-économique et vous lancer. Donc, il y a quelqu'un qui dit bonsoir coach, c'est ma vision. Il y a Joseph qui dit il faut savoir contextualiser le déploiement des technos, adapter le e-commerce à la culture locale. Jumia a échoué pas mal de plâtre et son expérience succès comme échec devrait inspirer beaucoup d'acteurs. Le match est ouvert à nouveau et aux locaux d'en profiter, tout simplement aux locaux d'en profiter. Alors, j'aimerais aussi dire que c'est aussi un appel aux décideurs, à ceux-là qui prennent les décisions dans nos pays, de pouvoir faciliter vraiment l'environnement e-commerce pour nous permettre, nous autres, de nous positionner, de vraiment mettre des stratégies, des stratégies pour nous aider à créer ces entreprises e-commerce et à évoluer. Voilà, Maxime est de retour. Merci Maxime, tu es de retour. Donc, tu étais en train de développer sur la thématique de Jumia. Et tout à l'heure, je parlais aussi de l'aspect social avec Jumia, où je pense que Jumia a un peu péché à ce niveau de ne pas être vraiment proche du client. Donc, la transaction se faisait beaucoup plus entre le vendeur et le client. Mais est-ce que vraiment Jumia avait mis sur pied des stratégies pour être proche de son client? On a par exemple eu des retours des gens qui disaient qu'ils avaient envoyé des messages à Jumia sur leur page, ils n'avaient pas répondu, des mails pas répondu. Ils étaient obligés d'aller sur la plateforme même, dans les bureaux de Jumia, se mettre en rang et personne ne leur tendait même l'oreille. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu crois que c'est vraiment un élément qui aurait pu faire tomber ce géant du e-commerce? Comme je l'ai dit, vous savez, c'est -1, -1 et bam, on est à 0. -1 et on est à 0, c'est-à-dire qu'on commence par
perdre un premier client, un second client, un troisième client, et après, il n'y a plus de clients. On ne fait plus le chiffre. Comme on ne fait plus le chiffre, on ne parvient plus à rembourser les sous qu'on a pris aux investisseurs. Les investisseurs qui vous disent, nous, on veut 10 milliards chaque 6 mois, donc 20 milliards par an. On ne parvient pas à réaliser 20 milliards par an et on met la clé sous le paillasson. Naturellement, l'entreprise Jumia n'a pas fait dans le social. Ils ont fait du business du début à la fin. Lorsqu'ils sont arrivés, je pense qu'on avait des plateformes qui existaient à l'époque. On avait Kemu, on avait Bendito, on avait la Moody et toutes ces autres plateformes qui montaient. On avait Afripapa, toutes ces choses qui montaient à l'époque. Bah, ils se sont positionnés en géants. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont généralement pris l'identité de ces entreprises-là. Ils ont pris l'identité de ces entreprises, ils les ont, voilà, j'ai envie de dire, les ont engloutis quand le gros du marché, tout en neutralisant les différents potentiels concurrents qui pouvaient gêner, qui pouvaient déranger un peu parce qu'il fallait qu'ils soient concentrés pour voir ce que ça peut donner en termes de chiffre d'affaires. Et ça, il fallait observer pendant une certaine période, vous savez. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un marché et ils se disent quel est le potentiel de ce marché. Pour connaître le réel potentiel du marché, ils doivent d'abord écarter toute velléité, j'ai envie de dire la concurrence. Donc, ils vont écarter toutes ces personnes qui pouvaient contredire ce qu'eux ils disaient, ou à défaut d'écarter, il fallait les racheter. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils voulaient être les seuls à voir effectivement quel est le potentiel du marché. Seulement, ils ont oublié, pendant qu'ils étaient très concentrés à essayer de voir le potentiel du marché, à essayer de réaliser un chiffre, ils ont oublié l'aspect social. L'aspect social, oui, ils n'ont pas été proches des clients. Ils ont sérieusement péché à ce niveau, ça, il faut le reconnaître. Ils n'ont pas été proches des clients. Ils ont été très loin d'ailleurs. Alors, faites un tour sur les pages de Jumia aujourd'hui. Dites-moi, sur 100 personnes, combien sont satisfaits de la qualité du service, combien sont satisfaits de la qualité des produits, combien sont donc satisfaits, en fait, j'ai envie de dire, au niveau même du service d'une façon très générale. Non, ça va très vite quand il faut payer, vous savez. Lorsque vous arrivez sur la plateforme, dès qu'il faut effectuer un paiement, on vous appelle dans les 2 minutes qui suivent. Mais s'il faut faire une réclamation, tout devient compliqué. On vous renvoie dans un mois, on vous dit ça ne va pas en Chine. On dit plein de trucs. Jumia s'est déployé comme un véritable géant. Ça, il faut le dire. Jumia a très peu de points qu'on devrait reprocher. Mais Jumia a oublié l'Afrique dans tout ça. Nos gouvernants aujourd'hui ne peuvent pas être directement interpellés par ce genre de choses. Je pense que tout part déjà de la proximité entre l'entreprise et le client. Vous savez, une fois qu'il y a le courant qui va passer, que le gouvernement intervienne ou pas, je pense que chacun trouve son compte parce que d'une part, l'un remplit son contrat et l'autre, j'ai envie de dire, se fidélise. Alors, au niveau de la stratégie de fidélisation de Jumia, est-ce qu'il y avait une réelle stratégie de fidélisation? J'ai envie de dire tout de suite non. Il y avait une très belle stratégie de pénétration de marché, j'ai envie de dire, en commençant par les plateformes connectées, puisqu'il s'agissait d'une activité connectée, là où se trouve le client, là où se trouve le marché. Ensuite, il fallait sortir et, j'ai envie de dire, se contextualiser en restant dans le contexte africain, c'est-à-dire en allant dans les médias traditionnels, continuer de communiquer, se rapprocher de l'utilisateur. Jumia ne se serait donc jamais rapproché de l'utilisateur, j'ai envie de dire, dans le but de proposer son service. Jumia s'est toujours rapproché de l'utilisateur pour présenter un produit qui serait vendu sur sa plateforme. Encore, double erreur. On finit de vanter un produit, on finit d'appâter et il y a quelqu'un qui se retrouve avec un très mauvais produit et je peux vous le dire tout de suite, lorsque les gens allaient se plaindre là-bas dans leur point relais, vous savez un peu comment ça se passe à la camerounaise. Ce personnel qui n'a même pas été formé à gérer ce genre de situation, où on a généralement des personnes qui réagissent très mal, qui ne répondent pas toujours avec un peu de, j'ai envie de dire, voilà, ils sont pas... Et on se retrouve dans ces situations où le client repart en disant plus jamais ça. Et je le disais encore dans le thème, -1, -1, -1, -1, ça fait -1 million. Et ça fait moins beaucoup. Donc, Jumia, c'est beaucoup d'audace. C'est vrai, j'ai envie de dire, Jumia est
un mastodonte au niveau du e-commerce en Afrique et au Cameroun, mais Jumia a eu beaucoup de péchés qui, malheureusement, n'ont pas aidé, n'est-ce pas, à passer le cap. Je pense Bon, qu'à ce moment même, Max, en train de j'ai une penser à une question. stratégie. Voilà, oui. J'ai une question pour toi. Tu sais, ici, il y a beaucoup d'e-commerçants qui nous écoutent, beaucoup qui font leur premier pas, beaucoup aussi qui sont dans le secteur peut-être depuis longtemps et peut-être qui ont essayé de tutoyer Jumia, mais qui n'ont pas pu, étant donné qu'il avait pris toute la place, ou bien qui aimeraient, qui ne sont pas camerounais et qui aimeraient peut-être faire la même chose dans leur pays. Quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Qu'est-ce qu'ils doivent prendre en considération si jamais ils veulent s'avancer sur de tels projets? Vous savez, je disais encore, l'erreur, c'est de voir chez le voisin et de croire que chez soi est égal à chez le voisin. Je dis tout de suite, monumentale erreur, parce qu'en réalité, chez le voisin, c'est chez le voisin et chez soi, c'est chez soi. De quoi est-ce que je parle? Lorsqu'on voit un business, généralement en Europe ou sur le continent américain, Amérique du Nord, on est blasé. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est d'importer, j'ai envie de dire, de ramener le projet à la maison. Mais on oublie qu'il y a tellement de contexte, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Premier paramètre, nous en parlions encore lorsque nous avons commencé notre collaboration sur un projet que nous avons en commun, Marthe. Nous avons parlé du problème de distribution. Donc, une bonne stratégie de distribution, il faut penser à sa stratégie de distribution à l'africaine, parce que si on reste sur la stratégie de distribution à l'européenne, on aura un très gros problème. En Afrique, il est difficile de parler d'adresse. Il est difficile de parler de moyens de communication. J'entends par là tous les moyens de communication, que ce soit les communications technologiques, je parle ici d'Internet, de téléphone et que sais-je. Je parle ici des moyens de locomotion, notamment les routes et tout le tralala. Je parle également des moyens, des moyens logistiques, notamment les véhicules de transport, hein, et le coût du transport. Il faut prendre en compte cet élément, c'est d'un. De deux, le système de paiement, le système de recouvrement. Il faut le dire. Système de paiement, Lorsque exactement. vous utilisez un système de paiement qui vous prend déjà, qui vous coûte déjà relativement cher, vous ne réalisez pas de bons profits, vous tournez à perte. Et je pense que sur le temps, vous ferez comme Jumia. Vous allez commencer très content, vous ferez 1000 ventes par jour, mais en réalité, à chaque vente, vous aurez un prestataire qui vous coupe déjà une partie, un prestataire qui n'est même pas un prestataire direct qui va vous proposer. Vraiment, c'est une très mauvaise affaire en Afrique, en fait. Et ça, il faut y penser profondément, il faut y penser sérieusement. Il faut prendre l'aspect après les moyens de transport et le système de paiement, il faut penser également à la qualité du service. J'entends ici le service avant et pendant la vente et naturellement le service après la vente. On n'y pense pas. On vend et après, bye bye. Voilà. Ce qui, en principe, n'est pas la meilleure parce que je peux vous dire tout de suite, le SAV, c'est une forme de remarketing. Lorsqu'on fait un bon SAV, on fidélise un client. Parce que même un client qui serait déçu par la qualité, lorsque le SAV est vraiment d'actualité, je pense que le client peut encore essayer. Et puis, on reçoit également le retour du client parce que vous savez, une fois qu'il y a le SAV, on reçoit un retour qui peut être négatif ou positif, qu'on remonte au niveau de la hiérarchie et la hiérarchie repense des stratégies, ou le shadow cabinet repense des stratégies pour améliorer la qualité et du service et des produits et tout ce qui va avec. Donc, ça aussi, il faut prendre en compte. Donc, le SAV ou j'ai envie de dire l'assistance de façon générale. On peut conseiller avant l'achat, on peut suivre pendant l'achat et on peut conseiller après l'achat ou tout simplement suivre après l'achat. Ça, il faut penser. Après cela, très naturellement, il ne faut pas oublier que la qualité des produits, la qualité, le pricing, la qualité j'ai envie de dire, le pricing, comment on appelle ça, la politique de prix dépend également du fait que la plupart de nos produits sont des produits qu'on fait venir d'ailleurs. Donc, il y a un coût de transport.
il y a, il y a un coût de douane. Et il faut pas oublier cet aspect. Je pense qu'on a souvent tous fait du e-commerce en travaillant avec des gens qui sont dans d'autres pays. Et ça s'est souvent très bien passé jusqu'au moment où les choses se retrouvent en douane et tout devient compliqué. Vous voyez que ça également, c'est un aspect, c'est un point à ne même pas négliger du tout. Il faut prendre tout cela en compte quand vous faites votre stratégie, quand vous bâtissez encore votre business model. Pensez-y et trouvez des moyens, des voies et moyens pour peut-être pas affronter, mais pourquoi pas contourner certaines difficultés Mais tu sais, naturelles. tu as parlé d'un aspect qui était vraiment très important là par rapport aux moyens de paiement. Parce que je crois que c'est l'un des problèmes aujourd'hui dans le e-commerce en Afrique. Et dans l'une de mes sources, il se trouve que Jumia se retire dans le e-commerce traditionnel pour se lancer dans Jumia Pay. Jumia Pay. Alors, peut-être qu'ils se sont rendus compte que on ne peut pas vraiment avoir les chiffres qu'on aimerait avoir en Afrique si on n'a pas prioritairement résolu le problème de moyens de paiement. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux dire aussi par rapport aux moyens de paiement en e-commerce en Afrique? Parce que c'est vraiment une épine au pied des e-commerçants aujourd'hui. Oui, ben, ce n'est plus un secret de polichinelle. On n'a pas de moyens de paiement made in Africa. J'ai envie de le dire. Je ne veux pas ignorer, je ne veux pas nier l'existence des personnes qui s'essayent. Et vous savez, quand ces personnes s'essayent, euh, cela ne nous aide toujours pas parce que le coût de revient encore, j'ai envie de dire, curieusement, c'est encore plus cher même que ceux qui étaient déjà là. Non, Parce mais que on va appeler les noms aussi hein, pour peut-être les bousculer un peu à évoluer. Et c'est vrai non, que mais il y non, a des tendances non, de façon très générale, de façon très générale, c'est ce qui est. Il n'y a pas une seule personne qui ne fait pas ça. Je parle de tous les prestataires Made in Africa qui ont créé des plateformes de paiement. Il n'y a pas un seul prestataire qui va vous dire que c'est gratuit ou bien que ça. Non, non. Il va vous dire quelquefois, ben, juste le fait d'avoir un compte chez moi, c'est déjà payant. Et il faut dire que lui, c'est même pas qu'il cherche un profit, il essaye de maintenir son business. Vous savez, on ne nous donne pas la possibilité ici de pouvoir démarrer, de pouvoir véritablement faire un peu de social avant de faire des retours sur investissement plus tard. Les gens veulent tout de suite faire des retours sur investissement parce qu'à la base, ils n'ont pas reçu de cadeau, ils n'ont reçu de cadeau de personne. Et dès qu'ils démarrent, ils doivent commencer à soit rembourser à la banque, soit à faire entrer leurs investissements. Mais s'ils avaient reçu peut-être un coup de... Je pense qu'ils feront un peu du social le temps que les choses prennent un certain volume et que finalement tout le monde puisse y trouver son compte. Donc, on a déjà ce gros problème-là. Alors, en ce qui concerne la solution de paiement, il est clair que pour un e-commerçant, il doit trouver une stratégie interne pour réduire les frais, les charges au niveau des transactions qu'il y a sur sa plateforme. À défaut de créer une solution de paiement, il faut véritablement chercher à travailler avec des prestataires qui, j'ai envie de dire, qui roulent pour nous, parce que tous les prestataires ne roulent pas malheureusement pour le compte du e-commerçant, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Il faut toujours trouver le bon prestataire qui finalement roule pour nous. Quel est le prestataire qui roule pour nous en réalité? Point d'interrogation. Ça, c'est un très gros problème. Et je pense que le e-commerce aujourd'hui, ce n'est pas seulement les vendeurs. Le e-commerce, c'est les e-commerçants, les vendeurs. Le e-commerce, c'est les prestataires de services, notamment dans la conception des solutions d'intégration, la conception et l'intégration des solutions, notamment les solutions de paiement, les solutions, j'ai envie de dire, de transport, les solutions de tracking et j'en passe. C'est également le e-commerce, c'est également, j'ai envie de dire, les concepteurs de sites e-commerce et d'applications e-commerce. Donc, c'est eux qui intègrent également les solutions comme peut-être l'achat en un clic. Parce que ça aussi, ça aide beaucoup, ça facilite beaucoup dans l'utilisation d'une application. Vous savez, une application où pour s'inscrire, il faut 4 étapes pour faire un achat, il faut 5 étapes. Vous voyez que là, le user experience n'est pas profondément pensé. Or, dans un contexte africain surtout, où l'Africain n'aime pas beaucoup le travail, il faut simplifier les choses. Il faut l'achat en 2 clics.
pourquoi pas cliquer ici pour acheter, cliquer là-bas pour payer, cliquer ici pour… voilà. Donc, il faut simplifier les choses. Et vous voyez que pour le e-commerce aujourd'hui, pour réussir un e-commerce aujourd'hui, il faut bousculer tous ces différents prestataires. Il ne faut pas croire que c'est juste aux e-commerçants de penser à toutes les stratégies parce qu'après avoir pensé à une solution de paiement, il faut bien qu'un concepteur ou un intégrateur de solutions de paiement puisse, en fait, j'ai envie de dire, réaliser ce qui a été pensé afin que cela puisse servir et faire avancer le e-commerce. Donc, au niveau de ces différents petits problèmes, j'en appelle en fait à l'intervention de tous. Il faudrait qu'il y ait intervention à tous les niveaux de la chaîne, parce que la vente est réussie lorsque tous ces différents éléments sont réunis. Donc, ce n'est pas toujours la faute à l'e-commerçant, ce n'est donc toujours pas la faute à Jumia, c'est aussi peut-être la faute à son fournisseur de solutions de paiement, pourquoi pas. C'est aussi la faute peut-être à ses prestataires de livraison, peut-être un peu trop cher. C'est aussi la faute aux commerçants qui viennent vendre sur la plateforme, qui vendent des produits de très mauvaise qualité, mais c'est aussi surtout la faute à Jumia pour n'avoir pas contrôlé et régulé tout ça. Parce que quand tu organises une fête comme celle-là, bah, il faut être justement le bon arbitre, il faut savoir arbitrer de part et d'autre. Parce que si tu es un très mauvais arbitre, personne ne viendra plus jouer à ton jeu et peut-être que finalement tu auras acheté un grand stade, des gradins, un truc très bien décoré, mais finalement il n'y aura plus de spectateurs, il n'y aura même plus d'équipe pour jouer parce que finalement personne n'y trouve son compte, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'en tenant compte de tout cela, on dira que l'Afrique n'est pas prête pour le e-commerce? Parce que s'il faut tenir compte de tous ces aspects et incuber tous ces frais-là au client, le client ne peut pas supporter tout ça. Pour un produit qu'il voit peut-être sur AliExpress à 5 000 francs et qu'il doit racheter au Cameroun à 12 000 francs, justement parce qu'on a mis tous les frais supplémentaires, est-ce que vraiment on peut vendre comme ça au Cameroun et s'en sortir? Alors, la première question, est-ce que l'Afrique est-elle prête pour le e-commerce? L'Afrique n'était même pas encore prête. L'Afrique n'est même pas encore passée à la révolution industrielle. Je l'ai dit ici récemment. Vous savez, la révolution 2.0 est malheureusement une révolution qu'on ne va pas attendre. On ne va pas attendre de passer par la révolution industrielle et les autres révolutions avant d'arriver à la révolution d'Internet. On prend Internet, on prend le train en marche et on s'adapte. On ne va pas s'adapter en suivant le jeu des autres. On va s'adapter en contextualisant l'offre à notre niveau. Je parlais de tropicalisation de l'offre. On prend une offre, on la contextualise. Oui, tous ces frais, vous savez, c'est lourd. Mais il faut contextualiser. C'est faisable. En Afrique, aujourd'hui, on ne peut pas dire si Jumia ferme, si Afrimarket ferme et tous les autres. Ben, il y a ceux qui n'ont pas fermé. Oui. Ceux qui vendent sur Facebook ne vont jamais fermer. Oui. D'accord. Alors, il se passe donc que les gens n'ont pas, j'ai envie de dire, Jumia, ou alors la plupart des e-commerçants veulent un site Internet, un produit sur le site Internet, un peu comme en Europe, une description, et ils vont sponsoriser sur Facebook, ils le croisent les… Ça marche. J'ai envie de dire, vous aurez beaucoup de mal. Vous aurez beaucoup de mal parce que le contexte africain voudrait que même si vous avez un site Internet, ne pensez pas que vous allez automatiser votre système du jour au lendemain. Oui. Il faut, avant qu'il y ait mariage entre votre cible et vous, qu'il y ait d'abord discussion. C'est ça. C'est comme un mariage traditionnel. Exactement. Vous ne rencontrez pas une dame le matin, vous l'épousez à midi. Vous rencontrez une dame le matin, même si vous êtes du même village et des familles voisines au village, écoutez, vous prendrez le temps de vous connaître. Et le temps de connaissance, ce n'est pas en vous asseyant, en vous regardant ou en vous donnant chacun une photo l'un de l'autre. Regarde-moi là-bas, moi je te regarde ici, on va se connaître. Non, en fait, il y a un processus. Vous voyez, le processus voudrait qu'il y ait généralement, j'ai envie de dire, une causerie entre les deux, un échange. Est-ce que Jumia a causé avec son marché? Est-ce qu'un seul jour, Jumia a demandé qu'est-ce qui vous plairait entre la livraison à domicile,
en 2 jours et une livraison gratuite toutes les fins de semaine, par exemple. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir entre payer directement par mobile money ou, j'ai envie de dire, en payant cash à la livraison? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir entre acheter une carte Jumia Pay, qui vous permettra de réaliser vos achats chaque fin de mois avec livraison gratuite. Et voilà, donc Jumia n'a pas pensé à ces stratégies. Et la plupart des e-commerçants n'y pensent pas. Ils prennent une offre occidentale qu'ils viennent et ils veulent l'imposer à une Afrique qui ne sera donc jamais prête, parce que même dans 500 ans, l'Afrique ne sera pas l'Europe, l'Afrique restera l'Afrique. Et il faudra que les gens comprennent qu'on doit tropicaliser. On ne va pas casser les montagnes, hein. On ne va pas casser les fleuves et les lacs, hein. On va faire avec. Donc, il faut comprendre qu'on va faire également avec la mentalité africaine qui n'est pas prête de changer et qui ne changera même d'ailleurs jamais, parce que c'est une mentalité propre à l'Afrique et il faut faire avec. Alors, il faut trouver, soit on s'adapte et on réussit, soit on essaie d'apporter un truc là-bas, de là-bas, et on pense que ça va donner. Et voilà, voilà, voilà. Je suis au Cameroun depuis quelques années déjà. Je suis pratiquement resté parce que je suis venu avec un projet très occidental qu'il a fallu, j'ai envie de dire, tropicaliser. Et la tropicalisation me prend encore plus de temps. Voilà. Et justement, je voulais rebondir dessus pour dire déjà à tous les e-commerçants qui nous regardent que ne vous découragez pas parce que Jumia n'a pas réussi. Vous allez réussir si, bien entendu, vous prenez compte de l'aspect conceptuel, l'aspect de l'Afrique qui est propre à l'Afrique même. Et je voulais un peu que tu partages ton expérience, Maxime, parce que tu es un peu ce modèle de la Mama Africa là, qui a fréquenté en Europe et qui avait toutes les opportunités en fait pour rester en Europe, pour faire ta vie en Europe, travailler en Europe et vraiment prospérer en Afrique, en Europe. Mais tu as décidé de tout abandonner pour rentrer au Cameroun. Et depuis un moment au Cameroun, tu as lancé plusieurs projets et des projets qui sont vraiment en train de prendre de l'envergure. Ton t-shirt en dit long sur l'un de tes projets d'ailleurs. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton expérience, surtout pour tous ceux qui nous écoutent ici et qui ont vraiment encore ces idées fausses sur l'entrepreneuriat en Afrique? L'expérience personnelle, mon expérience personnelle m'enseigne, moi aussi. Mais je peux vous dire ici que tout est d'abord question de choix. Il faut choisir. Il faut choisir soit de rentrer dans un marché déjà très compétitif en Europe, ou tout simplement de rentrer à la maison avec un projet qui, naturellement, doit pouvoir répondre à un besoin. Vous savez, beaucoup de gens se lancent dans le e-commerce, le e-business de façon aveugle et inconsciente, ou peut-être ils y rentrent par pure fantaisie. D'autres, c'est par, j'ai envie de dire, c'est du suivisme. Ils vont voir que Marthe Karine réussit dans le e-commerce et bam, ils veulent également faire du e-commerce. D'accord, c'est très bien, mais ils oublient que Marthe Karine serait peut-être passée par plusieurs étapes. Elle serait passée par des échecs aussi. Elle a essayé des choses qui n'ont pas marché. Et lorsqu'elle a trouvé cette stabilité, c'était au bout de, voilà, d'une certaine expérience, naturellement de l'échec, parce que je le dis, l'échec, ça fait partie du processus. Alors, je suis de ceux-là qui ont laissé un contexte qui offrait toutes les opportunités. Bon, encore faudrait-il que ces opportunités puissent être capitalisées et que je me vante d'avoir peut-être capitalisé là-bas, ce qui n'a pas été le cas, mais en termes d'opportunités, oui, il y avait des opportunités. L'Afrique est la place to be, comme on dit en anglais, the place to be. L'Afrique, c'est là où les choses doivent se passer. Même pour le e-commerce, je peux vous le dire, on a un géant en Asie là-bas et sa suite, un géant en Amérique et de l'autre côté là-bas qui est Amazon et leur suite. Mais en Afrique, on n'a personne. Donc, vous avez même la possibilité, en tant que e-commerçant, de venir imposer un modèle tendu, tropicalisé. Vous imposez un modèle que vous développez sur place. Un premier conseil,
toujours se mettre à la place de l'acheteur, toujours se mettre à la place du client et se dire, si je suis moi, client, et qu'il y a un prestataire en face, est-ce que j'accepterais de souscrire à cette offre? Lorsque vous revenez en Afrique, acceptez le contexte africain, qui est le contexte des mentalités. Je n'ai pas envie de décrire la mentalité, ça fait un peu rire, qui est le contexte de toutes les difficultés, j'ai envie de dire à tous les niveaux. À l'heure où je vous parle, vous imaginez que je suis en train de m'éclairer avec le soleil, alors que je devrais avoir beaucoup d'éclairage, là, les projecteurs et tout, tralala. Vous voyez que je suis en train de transpirer, alors que je suis censé être dans un endroit climatisé, et que sais-je encore. Mais ce n'est pas, vous voyez que c'est autant de choses qui aujourd'hui découragent beaucoup de gens. Mais quand vous venez, préparez-vous à tout cela. Préparez-vous à ce que le marché ne soit pas encore prêt à écouter ou à recevoir votre produit. Mais si le marché n'est pas prêt, ne pensez pas que c'est impossible ou alors ce n'est pas, que ce n'est pas le bon endroit. Parfois, c'est le bon endroit et c'est la bonne cible, mais ce n'est pas le bon moment. Et pour reconnaître le bon moment, vous devez passer par une éducation de votre cible. Je le disais encore, Jumia a fait un travail considérable en éduquant la cible. Jumia a éduqué la cible. Je pense qu'avec leur budget considérable, ils ont dû communiquer. Et beaucoup de gens ont compris qu'on peut vendre en ligne, qu'on peut acheter en ligne, être livré et recevoir un produit. Même si la plupart qui ont reçu un produit ont eu malheureusement un mauvais retour d'expérience. Oui. Ils ont quand même compris que c'est faisable. Ils ont été éduqués, ce qui est un pas considérable. Donc, acceptez que votre cible soit éduquée. Souffrez du fait que le rendement ne soit pas immédiat parce que vous voyez que même si Jumia fait aujourd'hui, ce n'est pas parce que Jumia ne vend pas, Jumia vend. Mais Jumia ne réalise pas certaines exigences de la maison mère. Vous comprenez donc que c'est pour cela qu'on dit, bon, vous ne parvenez pas à faire on vous demande là-bas par rapport à l'investissement qui a été réalisé, on va fermer. Donc, acceptez le fait que vous allez vendre 2 aujourd'hui, 0 demain, 2 après-demain, 0 après, parce que c'est la génération sacrifiée, cette génération. Il faut accepter qu'il y aura le temps que les gens apprennent, comprennent et en fait entreprennent de venir acheter chez vous. Il faut passer par là, c'est beaucoup de patience. Je l'ai dit, je suis rentré avec beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets qui ont échoué où j'ai perdu beaucoup de sommes colossales. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais c'est la patience. C'est la patience et c'est la stratégie. Il faut être à l'écoute du marché. Il ne faut pas venir avec un produit, vous courez, vous foncez sur le client comme si vous allez l'agresser avec. N'oubliez d'ailleurs pas que c'est lui le roi. Et quand on vient devant le roi, on demande au roi Majesté, qu'est-ce qui vous ferait véritablement plaisir? Par quelle façon, de quelle manière devrais-je vous apporter votre repas, par exemple? De quelle façon, sous quelle forme? Il faudrait que les gens apprennent à questionner la cible, leur marché, et qu'ils aient finalement une réponse adéquate, une réponse qui va leur permettre d'apporter une offre adaptée. Parce qu'on ne vient pas avec l'offre adaptée, une offre qu'on a adaptée en pensant dans sa tête. Non, on vient avec une offre que le marché nous a commandée. Le marché nous dit, je voudrais que le produit soit ainsi. Ajustez le produit et apportez-le au marché tel qu'il vous l'a demandé, il le prendra et vous ferez votre chiffre. Mais surtout, beaucoup de patience. J'ai lancé ce que je porte aujourd'hui, je l'ai lancé en 2016. Nous sommes en 2019. Je n'ai pas encore atteint le pic de stabilité où je dirais que c'est déjà ça. Mais il faut dire que… Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui pourraient être intéressés, pourquoi pas? Ben oui, ben, quand je parle de projet, j'ai envie de vous dire que moi, je suis arrivé dans un contexte où je travaillais énormément. Je travaillais énormément et je n'avais pas beaucoup de temps. Je n'avais donc pas beaucoup de temps. À cette époque, je suis rentré, j'avais encore un projet, quelques projets comme Camel Market, donc c'était la vente en ligne, c'était la même chose que Jumia. À l'époque, il n'y avait même pas encore Jumia, c'était plus qu'Emu. J'avais d'autres projets avec mon agence web, j'avais des projets également sur le plan technologique, notamment des projets de drones et que je travaillais beaucoup, je n'avais pas beaucoup de temps, je ne parvenais pas à trouver de quoi manger. Lorsque j'essayais d'aller manger quelque part, soit ce que je voulais était fini, donc je perdais beaucoup de temps à aller
essayer de chercher finalement de quoi manger. J'avais des problèmes de tout ordre, en fait, à ce niveau. Mais je me suis dit, combien sont-ils qui ont ces problèmes? J'ai commencé par une étude. J'ai commencé par questionner donc la cible. J'ai commencé par des sondages. Mais beaucoup d'entrepreneurs m'ont dit qu'ils avaient le même problème, ils rencontraient le même problème que moi. Et c'est ainsi qu'est parti donc mon projet Manger Midi, parce que ça, c'était à partir de midi. Je ne trouvais pas de quoi manger à midi. Sinon, j'allais, c'était la queue, c'était la bousculade, c'était après avoir fait j'ai dû euh, euh, mettre sur pied ce projet qui est une start-up qui fait dans la livraison des repas à partir de midi. Mais je n'ai pas de cuisine, je n'ai pas de cuisine, je n'ai pas de restaurant. Je vais dire au départ, on n'avait pas de restaurant. On travaille avec les restaurateurs, donc on faisait le même business model que Jumia, c'est-à-dire des restaurateurs et des chefs cuistots qui pouvaient apporter leurs recettes sur notre plateforme et proposer à des clients. Nous avons créé notre site Internet, nous avons créé les pages Facebook et tout ce qui va avec les pages Instagram et que sais-je encore, un peu partout où on pouvait. On est également resté dans la communication traditionnelle, aller faire du porte-à-porte et proposer nos services. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? C'était qu'à partir de midi, les gens pouvaient être finalement servis, on pouvait livrer leur repas au bureau. Naturellement, ils avaient juste besoin de consulter le site Internet, voir le menu et commander un repas, payer peut-être à partir du site ou payer par des voies et moyens qui étaient disponibles à cette époque-là. C'est comme ça qu'on a commencé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on fait. On se rapproche du client. Et on a permis, parce qu'on savait effectivement que les gens n'avaient pas encore la culture de se connecter pour commander du repas sur un téléphone. Alors, on a laissé une ligne ouverte à nos clients qu'ils puissent appeler de façon très facile, c'est-à-dire bonjour, je veux manger ci aujourd'hui à partir de telle heure, ou alors bonjour, qu'avez-vous au menu aujourd'hui, ou alors que proposez-vous aujourd'hui. Et il y avait toujours notre équipe, nos équipes qui étaient derrière, qui étaient très dynamiques, qui s'est arrimée à ce jeu-là. Et finalement, il y a eu un mariage. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un mariage. Nous avons une audience, nous avons un très grand marché, oui. Est-ce que ton concept est un peu comme celui de Uber Eats? C'est tout, c'est Uber Eats. Aujourd'hui, le concept a atteint, oui, aujourd'hui, le concept est au niveau de Uber Eats. Parce qu'il faut le dire, quand je dis niveau, c'est quoi? C'est que c'est un concept qui venait déjà comme Uber Eats. Moi, pour avoir travaillé avec Deliveroo, le géant. Alors, je viens avec un concept comme Uber Eats, mais il y a un marché qui n'est pas mûr. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore cela. On va laisser les procédés, on va laisser les procédures, on va laisser tout ce modernisme de côté. Je peux te dire que pendant 2 ou 3 années, on n'a pas utilisé, non, pendant 2 années, on n'a presque pas utilisé notre site Internet. On est resté sur les médias traditionnels à communiquer, on est resté sur les médias sociaux à communiquer et à continuer l'interaction avec les clients parce qu'il fallait d'abord aller au contact avec des clients qui reconnaissaient déjà des livreurs parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on a des livreurs qui ont quitté par exemple l'aventure, mais lorsqu'on va chez certains clients, ils demandent où est le livreur Samuel, où est le livreur Maxime, où est le livreur Jean, parce qu'il y a eu un contact avec ces gens, on a établi une relation humaine. Donc, c'était du H2H. C'était du human to human. Et ça a développé une certaine confiance, ce qui a fait que les clients commençaient à nous recommander autour d'eux. C'est ainsi qu'on a développé un réseau qui aujourd'hui ne nous amène même pas à beaucoup communiquer parce qu'il faut déjà se concentrer sur cette demande. Il faut pouvoir répondre il faut pouvoir satisfaire cette demande parce que ce n'est pas facile. Je peux vous dire, il n'est pas facile de satisfaire 200 personnes à midi quand tout le monde veut manger à la même heure. Vous voyez, ça devient un peu voilà. Donc, il y a aujourd'hui une uberisation, en fait, de notre concept. C'est en train de j'ai envie de dire, c'est en train de se moderniser progressivement. C'est en train de prendre corps. C'est en train de passer, justement, à cette uberisation forcée. Parce que les gens ont compris le concept et ils voudraient, j'ai envie de dire, commencer à faire les choses de manière cool. Appelons ça comme ça. Voilà. Bien. Tu sais, Romy, ce que je vais faire, parce qu'il y a plusieurs personnes connectées là, je vais leur montrer un peu en image ce que vous faites avec Manger Midi, le concept de Manger Midi, que je retrouve rapidement la page. Voilà, c'est ça la page. L'écran est partagé. Donc, voilà la page Manger Midi. Donc, pour ceux qui sont en Europe, c'est un peu comme Uber Eats. Donc, directement, quand vous arrivez, vous avez la disponibilité que vous pouvez directement, voilà,
Donc, c'est exactement ce qu'il dit, quoi. Il y a le concept Uber Eats avec ses réalités européennes. Il y a manger midi avec ses réalités africaines également. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça. Il y a beaucoup de retours. Je connais un peu comment ça fonctionne parce que, bon, je connais depuis quand même. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je vous conseille d'aller sur la page. Je viens de partager le lien. Donc, allez sur la page, vous allez vous abonner et pourquoi pas essayer un peu ce concept pour voir comment ça se passe. Donc, voilà des jeunes, en fait, qui sont en train de révolutionner l'image du e-commerce parce que, bon, c'est aussi e-commerce quelque part, mais pas en termes de vente des produits, mais de prestation de services dans la restauration. D'accord? Donc, voilà un peu des exemples que lorsqu'on regarde, on comprend qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a quand même des choses qu'on peut faire, mais si on accepte de contextualiser. Donc, voilà un peu les mets. Il a sa stratégie, il a comment est-ce qu'il travaille. C'est aussi un formateur, d'accord? C'est aussi un formateur, Maxime. Donc, vous pourrez tranquillement désolé, vous pourrez tranquillement le contacter et travailler directement avec lui ou bien voilà quoi, qu'il vous assiste sur l'un de vos projets. Je vais tout simplement fermer les micros qui sont un peu bruyants ici. D'accord. Mariam, je ferme ton micro aussi. Donc voilà, je reviens directement pour vous montrer. Donc c'est ça. Faites un tour sur Manger Midi et reprenez de l'espoir. Sachez que tout le monde ne dort pas, d'accord? Il y a des gens qui se lèvent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui payent le prix pour que les choses évoluent effectivement en Afrique. Donc voilà, je ne sais pas, il y a certainement des questions. Il y a beaucoup de questions d'ailleurs sur Facebook. On va aller regarder un peu à ce niveau-là. Voilà. Oh, merci beaucoup pour le live. Je suis à Kinshasa, dommage. Monsieur, ce point est mon point fort dans mes affaires. Food tech. Voilà. Il y a une question d'une dame ici que j'ai vue à un moment. Il y a Véronica qui demande pour toi. Bonsoir, ma Karine. Moi, je pense vraiment changer les mentalités des femmes africaines en passant par les poupées noires et métisses. Qu'est-ce que Maxime dit pour ça? Voilà. Alors, elle pense changer les mentalités en passant par les poupées noires et métisses. C'était bien ça? Oui, c'est ça. Alors, vous savez, on a été, malheureusement pour tous les pays africains, colonisés. On a été colonisés par des Occidentaux. On a encore justement cette... ce n'est même pas une mentalité, j'ai envie de dire, c'est une nature d'accepter ce qui vient d'ailleurs. Alors, si elle a choisi un style propre à l'Afrique, c'est comme un sacrifice. On dit souvent les têtes de ligne ne sont pas ceux qui profitent réellement de l'activité. C'est quelque chose qui prendra du temps, le temps que les petites se rendent compte qu'en fait, les poupées métisses et les poupées noires sont égales en fait aux poupées blanches parce que il y a un problème, c'est qu'on a comme l'impression que les poupées noires vont coûter toujours moins cher, que les poupées noires et les poupées métisses ne sont pas toujours de très bonne qualité. Et on se retrouve justement dans ce truc où on reste sur le standing, on se dit non, pour avoir un truc chic, il faut que ce soit une poupée. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est déjà ça, il faut y penser, mais il faut accepter le fait, il faut accepter le sacrifice de ne pas réaliser de bénéfices tout de suite et accepter la compétition d'égal à égal. Surtout. Voilà. Donc, voilà, je crois que la réponse est assez claire. Merci beaucoup pour ton expertise de ce soir. Merci beaucoup. Je t'ai appelé en catastrophe et tu as accepté. Je crois que tous ceux qui ont été connectés aujourd'hui ont vraiment eu des réponses à leurs préoccupations, ont vraiment compris où se trouvent les enjeux. Et je crois vraiment que ce live a inspiré plus d'un et que beaucoup vont se positionner sur le marché du e-commerce en Afrique. Le gâteau est là, c'est à vous de le couper, c'est à vous de le manger.
Donc, Ouais, voilà. je suis Donc, d'avis. si tu peux dire un mot de la fin, on va arrêter la vidéo. Et certainement, on fera de plus en plus des lives, des lives comme ça. Pourquoi pas? Ben, écoute, Matt, je vais dire un mot de fin. Le e-commerce en Afrique, c'est l'avenir. Je n'ai pas envie de dire le e-commerce uniquement parce que on a comme l'impression que derrière e-commerce, on vend juste les mèches, les téléphones, les chaussures et les repas. Dans e-commerce, je peux vous le dire tout de suite, on vend également des formations, on vend des livres, on vend des formations, on fait des prestations de services. Donc, derrière tout ça, voilà, donc, ne baissez pas les bras. Ces géants, je pense qu'ils sont venus faire quelque chose qui est positif. Ils sont venus nous aider à communiquer un peu. Je pense que la communication, elle est un peu plus loin que ça. Je pense que si on m'avait même laissé ce marché au départ tout seul, même si j'avais commencé tout seul et qu'on m'avait laissé ce marché, je ne pense pas que j'aurais fait ce travail-là et je ne pense pas que j'aurais tenu. Il a fallu que des personnes qui ont plus de force viennent et apportent un peu du leur. Ils ont apporté le leur, ils ont ouvert la voie, ils ont fait comme les colons, ils ont fait comme les colons à l'époque. Vous savez, on utilise encore aujourd'hui des chemins de fer et des routes que ce sont des colons qui ont construit. Vous voyez que ça nous sert encore aujourd'hui parce que s'il fallait attendre que c'est ceux qui soient là aujourd'hui qui nous construisent des chemins de fer, peut-être qu'on n'en aurait même pas. Donc, si aujourd'hui on les a, c'est certainement parce qu'il y a ceux qui sont venus avant. Il y a l'aspect positif, il y a l'aspect négatif de la chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, en mode fin, le e-commerce a encore tout son avenir. Ils sont venus, ils ont essayé. Peut-être qu'ils ne sont pas partis, peut-être qu'ils sont partis, mais ils ont ouvert le bal. À nous maintenant, avec nos réalités que nous maîtrisons mieux qu'eux, de nous approprier ce marché. Et bien entendu, je peux vous le dire, le marché est ouvert et dans tous les pays. J'ai jeté un coup d'œil sur le Tchad, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai Wow. jeté un coup d'œil sur le Congo. Je me suis mordu les doigts. Je vous parle du Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville juste à côté. J'ai tenté de regarder au niveau du Gabon, la Guinée équatoriale. Je ne vais même pas vous parler du Togo. N'allons même pas au Burkina Faso. Le marché est ouvert comme n'importe quoi. Et je peux vous dire Exact. quelque chose. Si vous ouvrez un grand magasin comme Super U ou peut-être comme, je ne sais pas, Carrefour, vous savez, c'est les gens de la région qui viendront là-bas. Si vous ouvrez un site e-commerce et que vous suivez la stratégie, la démarche scientifique adéquate pour communiquer sur l'aspect digital de votre activité, vous n'aurez pas la clientèle de Casino ou de Carrefour. Vous aurez la ville entière, le pays entier, tous ceux qui sont connectés seront chez vous. Vous allez drainer un marché qu'aucun de ces géants ne peut drainer. Je ne sais pas s'ils ont conscience en fait de la force, de la puissance d'Internet et du e-commerce. Il est vrai qu'il faut y arriver, il faut arriver à un niveau où on peut drainer toute cette audience-là. On peut y arriver si on y met un peu de sérieux parce que la plupart, malheureusement, de nos e-commerçants ne sont pas sérieux. C'est des personnes qui commencent, ils veulent gagner demain, ils sont fatigués, ils sont un peu découragés et bam, ils abandonnent. Ils oublient qu'il faut cheminer, il faut construire, il faut bâtir, il faut persévérer et il faut être un fin stratège. Il faut surtout se former parce que je le dis encore, on ne fait rien sans formation. Exactement. On ne fait rien de sérieux sans formation. Voilà, merci beaucoup, Maxime, pour ta précision. Merci pour ta disponibilité et pour ton expertise en question d'e-commerce en Afrique. On compte vraiment du bout des doigts ceux qui peuvent vraiment éclairer la lanterne comme tu le fais. Donc, merci encore. Je crois que je mettrai, je vais te taguer dans le live pour que effectivement les gens puissent peut-être te contacter pour continuer la discussion avec toi. Je dis merci à toutes les personnes qui se sont connectées, toutes les personnes qui ont partagé ce live. Il sera disponible sur cette page et également sur mon compte YouTube. Donc, ceux qui sont du côté de YouTube pourront également voir. On reviendra encore, parce que je crois que ça a été une belle expérience, on reviendra encore avec d'autres sujets comme ça. Et je crois que ça va vraiment nous aider. Je crois que c'est vraiment la saison pour que les Africains se positionnent sur le marché du e-commerce. C'est vraiment la saison pour que les Africains aient quelque chose de valable à dire
sur le plan économique en passant par le e-commerce. Donc, ne nous décourageons pas. Il y a vraiment quelque chose à faire. Allons-y. C'est nous qui comprenons notre langage. Donc, utilisons cette opportunité-là pour vraiment nous positionner. Merci à vous tous, vous tous du côté de YouTube, de Facebook. Je vais arrêter la diffusion. Au revoir et à une prochaine fois.